Re tout le monde. Donc on est parti, voilà, il est 15h30, on va enchaîner sur la deuxième conférence tout de suite et cette fois-ci on va s'intéresser au sujet des corrections et de tout ce qui se passe à ce niveau-là lors du travail édito sur un roman. Donc pour cette conférence, n'hésitez pas à poser vos questions, vos retours d'expérience dans les commentaires, on échangera avec vous avec plaisir. Et j'accueille tout d'abord donc Elsa. Attention Elsa, je t'ajoute à la vidéo. Coucou Elsa. Donc Elsa qui Salut. a travaillé sur le roman, donc qui a corrigé Gemae, qui est traductrice et correctrice littéraire, mais je te laisserai te présenter plus en détail dans un instant. Et on accueille aussi Ingrid, qui est également traductrice et correctrice littéraire. Bonjour Ingrid. Bonjour. Donc voilà, donc moi je vous entends, donc je pense que le chat nous entend tous. Re-Lou, donc cette fois-ci Lou est dans les commentaires avec nous. Donc, merci à vous deux d'être là et d'avoir accepté de participer à cette conférence. Je vais vous laisser vous présenter pour nous donner un petit peu plus de détails sur ce que vous faites, votre parcours. Vas-y Qui Elsa, je commence? t'en prie. Ok. Alors du coup, moi je m'appelle Elsa Baudot, je suis d'abord traductrice littéraire et ensuite correctrice. Et du coup, j'ai travaillé sur le roman de Gemae. Donc j'ai fait des études littéraires, mais aussi de langue. Donc à la base, moi j'ai fait une licence d'anglais littéraire, suivie d'un premier master études anglophones pour engranger beaucoup de tout ce qui est références culturelles. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un master traduction pour l'édition, tout ça à l'université Bordeaux-Montaigne. Et ensuite, je me suis lancée en freelance pour un peu, voilà. Ok, donc une première traductrice freelance. Ingrid. Comme Elsa, de base, je suis traductrice. J'ai fait des études de langue. J'ai fait mon master en traduction à Paris. Et je me suis lancée il y a un peu plus d'un an comme traductrice freelance et aussi comme correctrice parce que l'édition m'intéresse dans tous les cas, que ce soit traduire ou corriger. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis en freelance et bientôt un an qu'en fait le freelance est devenu un peu en parallèle puisque je suis aussi correctrice pour la Cour de justice européenne à temps plein. Donc c'est mon vrai métier entre guillemets, je veux dire, ce qui me prend le plus de temps. Oui. Et du coup, mais je continue quand même le freelance à côté. J'ai corrigé quelques romans depuis l'année dernière, quand même une cinquantaine, je crois. Donc ça, j'arrive à garder le rythme. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as un double diplôme en droit pour pouvoir traduire tous les Non, travaux non, de non, j'ai justice, pas non? de formation en droit autre que la D'accord. traduction juridique que j'ai étudiée en master. Mais Ah oui, s'il y avait un onglet dessus, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc voilà. deux parcours à la fois similaires et quand même qui ont des différences. On a aussi Alexandra dans les commentaires qui a le même parcours, traductrice et correctrice, après des études d'anglais. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir parler aussi peut-être un petit peu de la traduction en fin de Alors moi, j'ai juste une conférence. question. Tu vois les commentaires, mais moi, je sais pas voir les commentaires. Alors, sur la droite, normalement, de StreamYard, tu dois avoir Ah, commentaires privés, commentaires publics. ah Ah oui. oui, très, Voilà. très juste. Donc vous Voilà, ne pouvez d'accord. pas répondre aux commentaires, mais voilà, on a accès aux commentaires publics et si vous voulez envoyer un message privé, ce sera un message qu'entre nous trois si jamais vous avez un D'accord. souci ou quoi. Voilà. Ok, merci. Donc voilà. Donc on va pouvoir partir sur cette conférence donc, qui va durer encore une fois 1 heure. On est ensemble jusqu'à 16h30 environ, hein, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus si on a beaucoup de choses à dire. Et tout d'abord, est-ce que vous avez envie d'expliquer un petit peu ce que vous faites en tant que... Alors, on va commencer par la correction, on parlera de la traduction peut-être un petit peu en fin de conférence. Est-ce que vous avez envie d'expliquer ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est une correction? Voilà. Vaste sujet. Ah oui. Après, je sais pas, enfin, chaque correcteur fait un peu les prestations selon, enfin, beaucoup de correcteurs déjà sont en freelance, faut savoir. Mais je pense que chacun fait un peu les prestations qu'il préfère, entre guillemets. Moi, je fais 3 types de prestations. Donc, je fais d'abord la correction simple. Donc, c'est la correction vraiment purement la forme, en gros, tout ce qui est répétition, orthographe, grammaire, syntaxe. Après, je fais la correction approfondie où là, je m'intéresse aussi au fond. Donc, je vais voir s'il y a des incohérences, s'il y a des moments où le style peut-être il est un peu hésitant, par exemple la fluidité de la lecture et tout ça.
Et ensuite, je fais aussi des révisions. Donc là, c'est quand un correcteur est déjà passé avant et qu'on donne le texte à un autre correcteur pour vérifier qu'il n'y a pas des coquilles qui sont passées à travers les filets parce que, mine de rien, même si on est des professionnels, des fois, on a des moments où on est, quand on a passé 3 heures, 4 heures, 5 heures sur un texte, il y a des moments où on a des petites pertes de concentration, on va dire, et il y a peut-être une coquille qui va passer ou quoi. Donc voilà, c'est ce genre de choses, c'est les dernières coquilles éventuelles qui peuvent passer au travers du filet qu'on va essayer de rattraper. Ok. Toi, Ingrid, est-ce que tu as... De mon côté, j'ai un peu de mal, je pense, quand je travaille, à distinguer, à faire les corrections simples et si on me le demande, approfondir. Donc, en général, je fournis la même prestation pour tout le monde, c'est orthographe, grammaire, typographie, syntaxe. Et après, je vois s'il y a des lourdeurs, des répétitions, des incohérences entre le nom d'un personnage qui s'écrivait pas pareil avant, ou s'il y avait une action qui s'est passée et que ça empêche qu'il y ait l'autre. Donc, c'est un peu un package. Tout ce qui me saute aux yeux, en fait, je le fais. Je le signale, en tout cas, sans forcément modifier, mais au moins de le signaler. Et voilà, donc ouais, le fluidité du texte, comme tu disais, ça regroupe tout, quoi. Après, Oui, c'est donc aussi une question de professionnalisme, forcément. Enfin, de toute façon, même par exemple pour Jemae, il y avait, on avait pris une correction simple. Il y avait un passage un passage qui pas très cohérent, ouais. c'est ça, ou que moi j'ai pas trouvé très cohérent et que du coup on a retravaillé dessus. Enfin après le but principal reste de toute façon que d'avoir un texte plus que correct, enfin d'avoir le texte le mieux possible. Donc effectivement, c'est plutôt partir sur un truc de base. Par exemple, si on sait que parfois on a des lourdeurs, si on a eu par exemple des retours de bêta, parfois il y a des lourdeurs ou de ça. Là, on va plutôt demander une correction approfondie. Après, c'est évidemment si je vois une petite incohérence à un endroit alors qu'on est parti sur une correction simple, je vais le signaler quand même parce que le but, ça Oui, reste voilà, de faire, enfin, que le manuscrit soit le mieux possible. Hein, c'est mais le c'est aussi, ouais, enfin, je dis oui, le signaler dans tous les cas, après que sans forcément y passer voilà. des heures, mais au moins le faire remarquer et si c'est ponctuel, en plus, oui, c'est normal. Oui, donc c'est vraiment de la forme dans la continuité du fond qui a pu être fait en bêta lecture, en fait. Donc c'est vraiment un travail qui entre en continuité dans le travail éditorial sur un texte. Et j'en profite pour poser une question. Alors ça va peut-être être un peu décousu, mais j'ai peur de l'oublier après parce que c'est une question qui a été posée sur la conférence précédente et que je reporte ici. Où on a terminé en expliquant la différence entre une bêta lecture et une correction, parce que certains auteurs, des fois, demandent une bêta lecture orthographique et du coup qui se rapproche plus d'une correction que d'une bêta lecture. Voilà, c'est pas du tout le même travail sur le texte. Et donc, on a eu la question, est-ce que quelqu'un qui fait corriger par une personne qui n'est pas professionnelle, il faut lui recommander de se faire corriger ensuite par un professionnel? Alors, bon, moi, j'ai mon avis sur la question, mais je pense que vous aussi. Je pense qu'on a Donc, le même, oui. on doit Ouais. avoir toutes les mêmes, mais je vous laisse un petit peu développer, peut-être expliquer pourquoi faire appel à quelqu'un qui est professionnel et qui a les compétences et qui fait ça, oui, au niveau professionnel, c'est important. Parce que c'est dommage, c'est que quelqu'un qui connaît bien l'orthographe, par exemple, va corriger toutes les fautes d'orthographe, ou presque toutes, mais en tout cas la majorité, et c'est déjà un super boulot. Mais il y a beaucoup de choses qu'un correcteur professionnel fait en plus. Ça peut être rien que l'harmonisation de la mise en forme, la typographie. Est-ce que quelqu'un qui est bon en orthographe va savoir ce que c'est qu'une espace insécable, que les choses comme ça, ou tous les termes techniques et les détails qu'on regarde seulement quand c'est notre métier, quoi. Je pense que c'est pour ça que c'est plus prudent de consulter un professionnel quand même dans tous les cas. Même si c'est une simple révision comme Elsa propose, si le plus gros est fait, mais ouais, avoir un œil professionnel, c'est pas négligeable, selon moi. Ouais. Puis, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, si on le donne à un proche qui est par exemple prof de français ou qui a fait des études, par exemple de grammaire, qui a un grammairien ou tout ça, il y a quelque chose d'intrinsèque quand même à la littérature, c'est la partie artistique. C'est aussi savoir s'adapter. Par exemple, des fois, par exemple, quelqu'un de vraiment purement grammairien va pouvoir relever certains termes et dire non, mais ça c'est des néologismes, ça c'est des termes qui n'existent pas vraiment. Oui, mais en même temps, si c'est dans l'usage de la langue et que c'est dans le style aussi du bouquin, dans ce cas-là, il faut savoir aussi faire des compromis entre guillemets. C'est dire bah oui, mais tout le monde utilise ce terme, ça choque pas du tout dans le texte, ça va bien dans la fluidité de la phrase. Donc ça, on va pas y toucher, c'est pas la peine.
C'est aussi savoir, un correcteur professionnel, c'est aussi savoir quand ne pas corriger pour laisser s'exprimer le style, par exemple, de l'auteur. Et je suis d'accord avec vous sur la question que faire appel à quelqu'un pour qui c'est vraiment le métier, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a des subtilités, comme tu le disais Elsa, qui sont spécifiques à la littérature. Et je rebondis du coup sur la question qui est un peu différente de la précédente, puisque là on parlait de professionnels ou non professionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations sur Internet pour devenir correcteur. Alors moi, je suis pas convaincue. Je donne mon avis. Je suis pas convaincue par ces formations parce que je pense que justement, elles rejoignent les, les points faibles que vous citiez en disant qu'on ne va pas aborder tous les aspects d'une correction et ça va être surtout de la correction académique et pas forcément de la correction littéraire. Donc, est-ce que vous avez un avis particulier sur ces formations? Est-ce que ça peut amener quelque chose en plus? Comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que vous, du coup, vous avez passé 5 ans à étudier vraiment les langues et les tournures de phrases et tout ça. Donc voilà, est-ce que par rapport à ça, vous avez des éclaircissements à nous apporter? Parce que c'est vrai que quand on n'est pas du tout du milieu, quand on n'est pas du tout sur le métier, on saisit peut-être pas la différence entre les 2 types de formations. Bah, moi, je pense que ces formations après je les connais pas toutes, hein, j'en connais une partie, j'en ai entendu parler. Effectivement, c'est surtout des formations très académiques sur, vraiment la forme, purement et simplement. C'est un bon point de départ évidemment, hein, évidemment que pour être correcteur, il faut être très bon en orthographe, très bon en grammaire, en linguistique, tout ça, mais ça fait pas tout. Et je pense que tout le background de comprendre vraiment, tous les rouages de la littérature et de comment, une œuvre donne des sentiments, donne des impressions, ça c'est pas transmis dans ce genre de formation. Donc évidemment, ça peut être un très bon début et notamment, s'il y a des gens qui vraiment parce que moi, ça m'est pas encore arrivé, mais je sais que c'est déjà arrivé à des collègues de tomber sur quelqu'un qui n'apprécie pas un auteur qui n'apprécie pas qu'on touche, du tout à son style, même si c'est pour essayer de fluidifier. Ça peut intéresser certains auteurs d'avoir vraiment purement, quelque chose de très académique sur la forme. Après bon, bah, on manque aussi une partie de la prestation, quoi. Moi, je trouve ça un peu dommage de se contenter juste de ça. OK. Gaëlle, est-ce que Pour tu as ma des part, déjà, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais c'est vrai que je connais pas tant les contenus des formations autres. Mais c'est sûr que c'est des apprentissages différents et ça se trouve, il y a quand même des choses nouvelles apportées par ces formations-là. On peut pas, bah, elles peuvent pas être inutiles dans tous les cas, ça serait Non, non, dommage tout de à fait. considérer ça comme ça. Mais oui, après, j'aimerais bien savoir aussi, moi, les différences entre ce qu'on apprend, nous, en 5 ans d'études de langue et ce qu'on peut apprendre en quelques mois d'intensif avec des formations comme ça. Mais je suis sûre que c'est tout à fait formateur, mais peut-être en complément Oui, tout d'autres à fait. choses, quoi. Ouais, voilà. C'est un bon complément, mais ça fait pas tout. Voilà. Oui, en tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si dans le chat, si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à donner vos avis, parce que c'est toujours bon à prendre, ou même si vous avez le l'avis similaire. Après, je pense que c'est aussi lié au fait que, notamment la correction et la traduction, c'est pareil, ce sont des métiers non réglementés. Donc, entre guillemets, tout le monde peut se dire, correcteur ou traducteur. Et c'est vrai que, il y a des gens qui utilisent ces formations pour prouver: «Bah, voilà, j'ai l'expérience qu'il faut, voilà, je suis très bon en orthographe, donc je suis forcément, un bon correcteur». Et je pense que c'est plus ce problème un peu, qui ressort, c'est que, certaines personnes, ont une conception, en fait, de ces métiers-là qui est pas forcément très réaliste, en tout cas pas sur tous les points. Et du coup, c'est là où il peut y avoir peut-être des malentendus. Mmh. Oui, tout à fait. Donc du coup, Alexandra va dans notre sens en nous disant qu'on ne s'improvise pas correcteur, tout comme on ne s'improvise pas traducteur. Et je pense que pour la traduction, alors j'allais pas dire que c'est moins le problème, mais je pense qu'il y a moins de gens qui peuvent se targuer de pouvoir traduire, quelque chose. Oh! Oh si tu savais! Mais je pense qu'il y en a quand même, hein, parce que j'ai eu des échos de sites internet ou voilà, enfin, mais c'est vrai que c'est très répandu chez les correcteurs d'avoir, des livres corrigés par, le copain prof de français, Mmh. malheureusement. Et du coup,
on a Lou qui rebondit sur la question en abordant le sujet du budget parce que évidemment, c'est votre travail, hein, donc vous êtes rémunéré pour ce travail. Et qui nous demande du coup comment choisir un correcteur fiable si on a ces horizons variés de formation, comment être sûr que le correcteur qu'on va choisir va correspondre à nos besoins, comment on peut être sûr qu'on va recevoir une correction digne de ce nom, parce que comme dit Lou, elle a vu pas mal d'auteurs se faire arnaquer entre guillemets. Donc est-ce que vous avez des conseils pour rechercher un correcteur, choisir un correcteur? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour rassurer éventuellement ceux qui viendraient vers vous pour une correction? Mais je pense que le bouche à oreille compte beaucoup déjà, de se faire recommander par d'autres. Ça montre qu'on sort pas de nulle part et que d'autres gens ont testé nos services avant les autres. Donc le bouche à oreille est en lien avec ça aussi un site internet, même si c'est juste d'une vitrine, entre guillemets, d'avoir des références à présenter aux clients pour pas qu'on s'improvise correcteur et qu'ils se disent mais est-ce que cette personne fait vraiment de la correction ou elle a juste apparu comme ça. Donc ouais, je pense que un site internet avec des références, ça fait déjà beaucoup pour pas se faire arnaquer, quitte à mettre les noms les noms des auteurs, etc., que les gens peuvent contacter directement et demander s'ils sont satisfaits ou pas du tout. Ça fait déjà une partie du travail pour être assuré, quoi. Après, je sais pas, Elsa, ce que tu en penserais? Bah, déjà, j'ai l'impression effectivement, j'en entends pas mal parler en ce moment. Il y a beaucoup de gens parce que, évidemment pour, le bouche à oreille, ça fonctionne bien, mais à côté, il y a aussi, il faut trouver des nouveaux clients. Et donc je suis pas mal sur les groupes Facebook, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressort beaucoup effectivement, des auteurs qui disent: «Mais moi je fais plus confiance au correcteur en fait parce que, j'ai envoyé mon texte, j'ai jamais eu de nouvelles, la correction était bâclée et tout ça». Donc ça, c'est aussi enfin moi je pense qu'on en revient aussi également au problème de tout le monde peut se dire correcteur. Mais à côté, moi, ce que je fais, par exemple, quand j'ai des nouveaux auteurs qui me contactent, c'est qu'évidemment, j'ai mon site internet sur lequel il y a ma vitrine et à côté, je leur propose, en fait, de faire un test de correction sur un extrait. Comme ça, eux, ils sont sûrs que mon travail leur convient et moi, je peux estimer vraiment au mieux, combien de temps une correction va me prendre parce que, ce sera quelqu'un dont je connais pas le style, par exemple, ou parce que même si c'est notre travail, hein, il y a toujours, enfin, ça reste la littérature, ça reste de l'art, donc il y a une part de subjectif et on va peut-être beaucoup plus avancer plus rapidement, sur un texte sur lequel on accroche bien, qui est dans un de nos styles, que enfin, si on accroche à la plume, en fait, on va plus pouvoir, voir plus facilement aussi les ficelles de la création, derrière. Donc c'est, voilà, moi je propose un test, que je sais qu'il y a certaines personnes le facturent, moi je le facture pas, parce que enfin, au final, c'est un échange de bons procédés, ça arrange tout le monde. Heu, voilà. Mais voilà, je pense que le test, c'est une bonne chose. Comme disait après Ingrid, c'est, vu que c'est aussi beaucoup un métier de bouche à oreille, pas hésiter à aller voir si, par exemple, il y a, comme tu disais, une vitrine, un site internet, aller voir, les auteurs et leur demander, est-ce que le travail vous a vraiment convenu? Est-ce que vous avez dû faire repasser quelqu'un derrière? Voilà. OK, donc du coup, se renseigner, donc pour les auteurs et qui nous écouteraient, se renseigner avant d'envoyer son texte, au complet, éventuellement au Et correcteur. je me permets de rajouter, du coup, éventuellement, commencer peut-être 1 ou 2 mois à l'avance, pas une fois que forcément que c'est terminé, dans le sens où, du coup, en fait, ça vous laisse le temps peut-être de voir plusieurs correcteurs, de faire plusieurs tests, de voir qui vous correspond le mieux. Enfin, le but de toute façon, même si, nous évidemment, on aimerait bien on veut bien avoir du travail, c'est quand même à vous, avant tout, en tant qu'auteur, de trouver quelqu'un qui vous correspond. Donc s'y prendre un Mmh. peu à l'avance, ça permet, d'évaluer un peu plus le panel d'options qui s'offre à vous, quoi. Mmh. Oui, et aussi de pas risquer de se retrouver face à une porte fermée si, par exemple, le correcteur dont on a beaucoup entendu parler ou dont on finit par être Mmh. convaincu de la qualité du travail est finalement complet pour plusieurs mois et on se dit: «Bah mince, je repars de zéro, il faut retrouver quelqu'un parce que cette personne-là peut pas me prendre en charge», donc ce serait dommage, ouais. Mmh. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et du coup, Lou rebondit sur la question, à partir de combien de références on peut se dire que le correcteur est fiable?
Après, je suis pas sûre que, enfin, forcément, c'est difficile à dire combien de correcteurs, combien de Ouais. références, parce qu'il faut bien se lancer un jour. Oui, Et moi, j'étais bien contente, je suis bien contente qu'on m'ait fait confiance quand j'ai commencé avec aucune Ouais. référence, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Comme dans tous les métiers, commencer Mm. sans expérience, c'est toujours compliqué. Donc après, pour être sûre, je sais pas, moi, je vois une dizaine de romans corrigés, je me dis, bon, ok, c'est pas de l'impro, mais c'est pas pour autant qu'avec moins, je me dirais que le correcteur est forcément pas fiable. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça. C'est pour ça que moi, enfin, dans ce cas-là, quand par exemple pour les débutants, je trouve ça intéressant de faire le test de correction parce que des fois, c'est pas parce Oui, qu'on n'a pas encore beaucoup de références qu'on n'est pas professionnel. Effectivement, moi, j'étais très contente qu'on me laisse ma chance au début. Ça a été très compliqué de se lancer, surtout en période Covid. Moi, je me suis lancée en période Covid. mais pareil. Euh, Ouais. voilà, c'est un peu complexe. Mais après aussi, enfin, le truc, c'est que c'est un peu le piège de combien de références il y a, parce que des fois, il y a des correcteurs, enfin, ça existe. Enfin, il y a des gens, c'est pas des bons correcteurs. Et ils vont faire un roman. Au final, la personne va pas être forcément très ravie du travail, mais le correcteur aura quand même fait sa part, enfin, entre guillemets, sa part du travail, même s'il l'aura pas très bien fait. Et donc, il peut y avoir peut-être 10 références, il peut y avoir 10 références à la suite, mais sur aucun, il aura fait un très bon travail. Donc, c'est des gens qui vont à côté ne pas forcément le recommander. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant ensuite d'aller voir les auteurs avec qui ils ont travaillé pour dire, bah alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que si ça se trouve, les 10 œuvres sur lesquelles cette personne a travaillé, au final, c'était un peu bancal, c'était pas complètement abouti en tout cas, et donc peut-être que c'est quelqu'un qui se fait encore de l'expérience, on sait jamais, mais peut-être que c'est pas ce qui vous conviendra. Donc le mieux, enfin, c'est vrai que c'est beaucoup des métiers de bouche à oreille. Donc s'il y a des références, peut-être essayer de contacter les personnes. Après, je pense que si par exemple il y a déjà 2-3 références d'affilée dans une grosse maison d'édition, ça veut dire que la maison d'édition, enfin, elle prendrait pas le risque de faire à la suite 3 corrections chez quelqu'un qui, au final, dont le travail est pas correct, quoi. Donc ça dépend aussi de quelles références il y a, voilà, si elles s'enchaînent ou pas, enfin ce genre de choses. C'est beaucoup de facteurs. Ouais. C'est pas forcément un nombre de références affichées sur le site. C'est ça. Tu as quelque chose à ajouter, Ingrid, Non, je sur suis tout à le fait d'accord sujet? avec ce qu'Elsa a raconté, donc super. Ouais, donc oui, donc voilà, donc c'est beaucoup de bouche à oreille et de recommandations, et j'avais une question sur le bout des lèvres que je ne retrouve plus, qui reviendra, ce n'est pas grave. On va enchaîner sur le chat, qui pose pas mal de questions. Merci Lou. Du coup, oui, Elsa a En parlé de la même temps, elle révision. s'assure que ses partenaires sont vraiment des gens bien. Ouais, ouais, on va y revenir en fin de conférence, on parlera un petit peu de la librairie. Hem, donc Elsa, tu as parlé de la révision et ou le fait de faire passer quelqu'un, derrière. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous conseillez, de prendre 2 personnes différentes? Si l'auteur peut se le permettre au niveau du budget, oui, c'est toujours du bonus d'avoir plusieurs regards sur le texte. Mais après, c'est vrai que c'est toujours un budget. Et c'est déjà bien de voir des auteurs faire l'effort, entre guillemets, de rémunérer quelqu'un pour faire une vraie correction. Donc, je comprends aussi qu'ils ne puissent pas payer 50 personnes pour le faire. Mais après, c'est sûr que ça fait un roman forcément plus abouti, puisque même un correcteur professionnel peut oublier quelques coquilles de temps en temps, parce on est machine, on n'est pas parfait. On n'est pas Et du infaillible. coup, voilà, on n'est pas infaillible. Donc c'est toujours du bonus, mais voilà, c'est pas accessible à tout le monde, je pense. Mmh. Et du coup, est-ce que vous travaillez avec des logiciels spécifiques? Je pense notamment, à Antidote qui peut peut-être vous servir de support? C'est quelque chose, Perso, que vous utilisez? oui, j'ai Antidote surtout pour la typographie, ça m'aide beaucoup à remplacer des choses quand il y a des centaines Ouais. ou des milliers d'espaces à corriger. Et je me dis merci Antidote, ça tourne Ouais. en fond et c'est bien pratique. Après, pour ce qui est formulation, etc., des fois c'est un peu aléatoire les propositions. C'est pas forcément fou, donc je préfère corriger moi-même tout ce qui est texte pur et revenir à la fin sur Antidote, voir Mmh. il me reste des choses vraiment correctes à corriger. Mais ouais. OK. Ouais, je suis complètement d'accord avec Ingrid aussi. C'est d'abord corriger moi et ensuite repasser au cas où un coup d'antidote vraiment pour choper les quelques coquilles qui sont passées au travers de mes yeux.
Mais parce que, enfin, en fait, le truc d'Antidote, c'est c'est un logiciel qui va faire remonter énormément de choses et des choses, pas forcément des fautes, mais des choses où il est pas sûr, en fait. Et du coup, le truc, c'est que si on connaît pas le texte avant, si on l'a pas lu une première fois, si on l'a pas peut-être corrigé et travaillé une première fois, il y a des choses, on saura pas si vraiment c'est une erreur, est-ce que c'est juste une suggestion, est-ce que c'est juste quelque chose qu'Antidote connaît pas. Et donc à ce moment-là, c'est des choses que, voilà, moi je préfère d'abord vraiment connaître bien le texte et en finition vraiment au cas où repasser un coup d'Antidote pour voir, mais c'est tout. Oui, donc on en revient au regard, d'un correcteur professionnel qui est indispensable. Antidote ne suffit pas à corriger un texte et sur ce point-là, je n'appelle pas au débat parce que bon, après ça reste mon avis, hein, mais mais Antidote seul ne suffit pas, hein. De toute façon, j'en ai lu, hein, des romans qui avaient été corrigés avec Antidote et dans lesquels il restait, un nombre incalculable de fautes, donc l'expérience parle. Donc voilà. J'en profite juste pour passer ce commentaire. Oui, on a répondu à ta question au tout début du live, en fait. C'est d'ailleurs la première question que j'ai posée parce que j'avais peur de l'oublier. Donc, je te laisserai regarder les replays pour la réponse. Et puis, ne faites pas de bêtises parce que Lou, effectivement, elle vous surveille. Du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail en vous demandant comment vous travaillez, vous, en tant que correctrice. Est-ce que ça passe par une correction d'un bloc? Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que vous faites au chapitre? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur même sur la prise de contact, hein, avec vous? Donc on a déjà un peu abordé la question, mais Elsa, peut-être? Je sais pas. D'accord. Alors pour la prise de contact, du coup, moi, au début, enfin les premières corrections, ma toute première correction, là où je me suis lancée en freelance, c'était pour une correction, c'était l'éditrice de Rivka, que du coup j'ai rencontrée en salon, qui m'a dit: «Bon, bah, voilà, je me lance dans l'édition, j'ai un bouquin à corriger rapidement, est-ce que tu es disponible?» Donc j'ai dit oui, en même temps j'ai lancé toute la machine. Ensuite, ben, comme je l'ai dit, une grosse période d'inactivité pendant le covid. Après le truc, c'est aussi, bah, voilà, quand on est junior, junior dans le sens où on débute, c'est compliqué de se faire connaître. Là, ça commence à arriver parce que, via la présence sur les réseaux sociaux, via, Audrey qui me fait pas mal de pubs, faut bien l'avouer, et les quelques références qui commencent à arriver, ça encourage peut-être des auteurs qui tombent sur mon site à se dire: «Bon, bah, ça a l'air fiable en tout cas, après on va voir». Donc il me connaît pour les dernières requêtes que j'ai eues en tout cas, c'était via mon site. Donc ils me demandent si je suis disponible, pour, quel type de roman et tout ça. On en parle un peu de leur projet. Je leur propose évidemment le test et ensuite, donc là, on verra si le test leur convient, pour leur laisser aussi le temps de réfléchir. Et ensuite, pour ce qui est vraiment de la correction, bah, je reçois le texte et moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille d'un bloc. C'est-à-dire que je vais passer, plusieurs heures d'affilée à corriger et puis une fois que je suis immerge dans le texte, après bon, le problème, c'est que des fois, je me laisse emporter le texte. Ça a été, notamment un peu le problème avec Jemae, c'est que, je me suis laissée emporter et donc il y avait des chapitres sur lesquels je devais revenir, 2 paragraphes au-dessus. Bon, la chan au moins, je sais à peu près où je décroche et où je m'immerge trop dans l'histoire. Donc voilà, moi, en général, je fais d'un bloc, que ce soit, notamment même pour la traduction, je travaille pareil, je fais tout, d'un premier bloc et après je repasse dessus, en intégralité, quoi. OK. Donc travail en suivi de modif avec commentaires. Oui, voilà, pardon, effectivement, oui, pour tout ce qui est vraiment, faute d'orthographe, coquilles et tout ça, je vais être sur du suivi de modification et ensuite, s'il y a, par exemple, des répétitions, s'il y a des incohérences, des répétitions, ouais, ce genre de choses, là, je vais aller plutôt dans les commentaires pour, heu, pour dire, bah, là, il y a quelque chose à voir, qu'est-ce que vous préférez faire des propositions et tout ça. D'accord. OK. Alors j'ai juste une question, est-ce que vous entendez la tondeuse à gazon derrière? Un peu, mais moi ça va, c'est pas gênant. Moi, D'accord. j'entends pas. Si c'est gênant, je rentrerai, je me déplacerai, il y a pas de souci. Non. Et toi, Ingrid, comment on prend contact? Comment ça se passe, concrètement? Ah oui, ben, ces temps-ci, ces derniers mois, c'est assez, j'ai pas rarement des nouveaux clients parce qu'en fait, j'en cherche pas tellement. Vu que je travaille avec des maisons d'édition, j'ai régulièrement du travail par ces maisons d'édition-là
et des clients d'autres qui m'ont confié d'autres romans à eux, des premiers romans et qui m'ont confié d'autres ensuite. Donc oui, des nouveaux, c'est pas très commun en ce moment. Donc sinon, en général, c'est par mon site aussi ou par Twitter si c'est une interaction dans la communauté des auteurs, des choses comme ça. Mais en général, quand on me contacte, je fournis un devis dès que j'ai le texte entier en fait sous les yeux. Ça plaît pas forcément parce que des fois les auteurs sont un peu réticents à confier le texte entier et ça se comprend parce que si on se connaît pas, c'est délicat. Mais voilà, je fournis le devis et je fais pas de test comme Elsa. Je trouve que c'est une super idée, mais c'est vrai que je m'étais pas forcément posé la question d'en faire, donc pour l'instant je fais pas de test. Et voilà, après la correction, je pense qu'on fonctionne à peu près pareil. Suivi des modifications, des commentaires. Je fais aussi d'une traite, pas en une seule fois, mais je fais Là, je un serais passage super vraiment, impressionnée. waouh, un roman en 1 heure, allez. Yes. Non, non, 48 heures, je fais un gros handicapé, passage. pas de sommeil. Ouais. Non, je fais un gros passage dessus en une fois, du coup. Je laisse beaucoup de suggestions s'il y a besoin, en me laissant l'auteur qui est tout à fait libre de revenir me poser des questions et de me demander des choses. Il n'y a pas de souci et voilà. Ouais. Je mets tout en suivi des modifications pour que ce soit assez transparent et qu'on voit vraiment tout ce que j'ai touché. Et voilà. OK. Mais je pense que c'est bien parce que, bon, on reçoit un fichier couvert de rouge, donc souvent ça fait peur, mais ça met quand même en confiance, de voir qu'il y a autant de rouge et de voir aussi que le correcteur est accessible par mail ou sur les réseaux pour répondre éventuellement à nos questions derrière sur certains points. Ça, c'est quelque chose qui peut mettre en confiance, l'auteur quand il cherche, son correcteur. Donc voilà, Après, je c'est pense que c'est un équilibre délicat, ça, ce genre de choses. C'est vrai que moi, au début, j'avais un peu peur, en fait, enfin, c'est bête, c'est mon travail, mais que l'auteur ou la personne qui reçoit le manuscrit euh, le prenne mal, en fait. C'est un peu bête, mais bon, on a tous entendu ces histoires d'horreur de on est payé pour faire de la correction et quand on renvoie le manuscrit, mais c'est un scandale, vous vous permettez de me juger, c'est n'importe quoi. Et on se dit, bah mince, j'ai juste fait mon travail. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension-là parce que j'en avais entendu pas mal parler. Après, c'est vrai que maintenant je me pose beaucoup moins la question. Enfin, les gens avec qui je travaille de toute façon savent que bah voilà, c'est mon travail quoi. Donc je vais pas à chaque fois mettre les formes, faire attention. Ça, c'est si vous envoyez par exemple pour de la bêta lecture ou alpha lecture à un ami, à quelqu'un qui vous connaît bien, là effectivement ça peut être plus compliqué de mettre les formes. Moi je signale juste en fait. Maintenant je fais pas, je dis voilà, je fais peut-être quelques propositions, mais j'avoue, je prends plus la peine de mettre les formes. S'il y a un commentaire, je mets juste voilà répétition, phrase d'avant, phrase d'après, à tel endroit. Est-ce qu'on pourrait pas le remplacer par ça, ce genre de choses quoi. C'est vrai que c'est oui, non. délicat à trouver l'équilibre, oui. J'ai déjà Ouais, eu le problème avec une seule personne depuis que j'ai commencé et c'était pas très agréable de recevoir un ouais, retour en mode j'imagine. t'as changé tous les verbes que j'avais mis, mais bon, après chacun ses goûts. Mais par exemple, tous les verbes Ouais. de parole c'était dire et un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, c'était assez lourd au bout d'un moment. C'était toujours les mêmes verbes faibles comme on les appelle, Mm. ou des formulations qui étaient vraiment, c'était bancal tout ça et même des choses fausses au-delà du style ou quoi que ce soit. Et la personne avait très mal pris ça en disant mais j'étais là pour l'orthographe et qu'il fallait un peu laisser son style s'exprimer. Et oui, je pense que le style s'exprimer, il n'y a pas de souci, c'est Ouais. indispensable. Faut pas outrepasser notre rôle non plus, mais Mm. mais il y a des limites. Lou est bien placée pour en parler aussi. Elle a vécu cette situation puisqu'on travaillait toutes les deux sur ce roman et c'était pas un moment très agréable à passer. Les négociations ont été difficiles après avec la personne Mm. pour les allers-retours C'est sur vrai le que, texte. c'est vrai que des fois ça peut être compliqué aussi en tant que correcteur, au début, en tout cas, ça peut être compliqué de faire la différence entre ce qui est vraiment du style et ce qui est vraiment du texte, de la syntaxe et tout ça. Après, bon, nous, au bout d'un moment, on réussit beaucoup plus facilement à faire la différence. Par contre, des fois, ce qui à mon avis, peut-être était le cas là, c'est parfois les auteurs qui n'arrivent pas forcément encore à faire la différence entre leur syntaxe et leur style. Et alors là, c'est direct. Enfin, c'est forcément beaucoup plus compliqué parce que en gros quand on travaille avec un auteur, même si c'est un travail plus ou moins main dans la main, c'est quand même eux le patron parce que c'est eux qui payent à la fin. Oui. C'est eux qui nous ont missionné. Bon, Donc après, là, c'est vrai que ouais, c'était particulier dans mon cas, c'est parce que c'était une traductrice, donc c'était un texte traduit de l'anglais.
Donc, il y a aussi une part en traduction, des fois, on prend pas forcément le recul nécessaire sur le texte. Mm. Et en cherchant trop à coller à l'original ou oui, en se disant pas, tiens, peut-être que là, en fait, je devrais m'en écarter un peu. Du coup, des fois, c'est des copier-coller, des phrases, des anglicismes, des choses comme ça, des phrases qui tiennent pas debout en Après, ça, c'est le français. travail du traducteur, hein. Ça, Oui, normalement, voilà, c'est ça. Et elle avait du mal après, c'est peut-être notre défaut à tous parce qu'on aime bien ce qu'on traduit et tout ça, mais elle avait du mal à remettre en question ce qu'elle avait pu traduire mm, et à accepter qu'il y avait des choses qui marchaient pas tellement. Mais on ouais. avait trouvé un terrain d'entente et Mm. on a Oui, collaboré après, de plusieurs toute fois ensuite. façon, C'était il juste, suffit de parler, quoi, hein. oui, oui, oui. On a collaboré. Là, on en a fait 3 ensemble, donc je pense que Super. ça va mieux. Mais, Ouais, mais tant oui, mieux. c'était un moment à passer, je pense, pour elle d'accepter que quelqu'un apporte un regard critique sur ce qu'elle avait fait. Mmh. Oui, bah, c'est vrai Ouais, que du coup, en tant que traductrice avec Ingrid, on est aussi passé par la phase correction. oui, bah Bon, oui, du c'est coup. nous qui avons été corrigés, donc c'est vrai qu'on a un peu les 2 côtés du miroir, quoi. Mmh. Oui, et c'est vrai que c'est un truc à accepter aussi quand on a corrigé des romans que j'avais Mmh. traduits, voir les retours, faut ah oui, c'est vrai que là c'est mieux ce qu'on propose, et Mmh. cetera. Et Ouais. c'est pas le bout du monde, c'est juste se dire oui, c'est vrai que j'étais tellement dedans qu'il y a des choses qui passent mieux d'un regard extérieur, et c'est pour ça Ouais. qu'il y a plusieurs intervenants sur le texte. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'ai une question dans le chat, qui me demande s'il y a des plateformes en ligne qui permettent de mettre en avant les correcteurs, de métier pour les auteurs, personnes en recherche de compétences. Alors je pense qu'il y a des plateformes et des groupes de rencontres et pléthore de sites internet, qui vous permettent de vous mettre en contact avec des correcteurs. Mais comme on le disait au début de la conférence, rien ne vaut, les références, se renseigner sur le correcteur avant de le choisir. Et c'est pas parce que alors je pense qu'il y a des plateformes très sérieuses, mais je pense aussi qu'il y a des plateformes qui attirent un peu trop sur, les tarifs très bas et Ah oui, est-ce qu'on parle de bah, 5euros.com? voilà et donc gardez bien en tête que, bah, tarif très bas, prestations souvent, très basses aussi donc Il faut se méfier de ça, ouais. voilà, c'est un sujet, bah, délicat, hein, parce que, Puis c'est tout un système aussi, hein, parce que, voilà. voilà, moi, quand j'étais, pendant, 1 an en galère, heu, on y réfléchit à ce genre de choses, ouais, bah, il y a ce site qui a l'air de pas mal marcher et tout ça et en même temps, bah, le fait est que, ces sites-là, il y a peut-être des très bons correcteurs qui sont dessus, mais le fait est que ça casse les prix et enfin, correcteur, c'est un métier, il faut qu'on puisse payer nos factures à la fin du mois donc Et payer ça paraît l'URSSAF et c'est ça. payer tout ça, quoi, parce que C'est tout ce qu'on ça, encaisse, c'est C'est pas non ça. plus tout Donc pour nous. c'est mmh, ça, donc faut pas enfin, c'est le genre aussi de plateforme qui a tendance à beaucoup précariser ce genre de métier et pourtant c'est des métiers, essentiels dans le sens où dans la littérature, c'est essentiel d'avoir des correcteurs, des traducteurs, ce genre de choses. On est des personnes, enfin, même si on essaie de nous faire croire qu'on est facilement remplaçable parce que, il y a beaucoup de gens comme nous, de traducteurs, d'autres correcteurs, toujours est-il que s'il y a plus aucun correcteur, s'il y a plus aucun traducteur, la littérature, elle va avoir du mal, à se ouais. débrouiller, quoi. Après, en plateforme plus sérieuse ou plus neutre, entre guillemets, il y a Malte, je pense qui est très connu. Donc, mais c'est pour tous les métiers de freelance en général. Et j'ai jamais testé, mais il paraît quand même que c'est assez sympa pour les deux, pour trouver des clients et pour trouver des prestataires. Donc, ça peut être intéressant. Mmh. Alors Marine, je reviens sur ta question juste après, mais en fait, comme je comptais enchaîner, Alexandra me donne la transition parfaite. On parlait de ces plateformes-là, tarifs très bas, machin et du coup, Alexandra nous pose, la question de comment est-ce que vous fixez les vôtres? C'est difficile de ne pas se brader. Alors, je rappelle que vous ne dites que ce que vous désirez dire ici sur cette conférence, hein. Personne ne jugera quelqu'un pour avoir dit les choses ou ne pas les avoir dites. Donc On n'a pas c'est invoqué Satan pour qu'il nous sorte une grille tarifaire, hein, t'inquiète pas. non, voilà, c'est votre choix d'être plus ou moins précise. Il y a pas de souci avec ça, mais si vous souhaitez, voilà, répondre à la question de comment vous fixez, ces tarifs, je sais qu'Elsa, tes tarifs sont sur ton site internet. Donc de ce côté-là, voilà, ceux qui veulent avoir un avis sur combien pourrait leur coûter leur correction, il y a des sites où vous avez directement les tarifs, des sites où c'est sur devis. Donc voilà, je vous laisse la parole pour répondre à cette question si vous avez des choses à dire. Bah, perso, quand je me suis lancée, je me suis basée un peu sur les tarifs sur les autres sites de correcteurs, un peu, pour voir ce qui se faisait dans le métier, parce que je sortais de nulle part. J'avais mes tarifs de traduction en tête et c'est clairement pas les mêmes. Donc, ouais, j'avais un peu fait un petit sondage. Bah, j'avais analysé un petit peu tout, voir ce que ça donnait.
Et après, comment dire, je fais évoluer un peu mes tarifs selon le type de texte. C'est pour ça que je fais les devis que avec réception du manuscrit. Ça me permet de voir s'il y a beaucoup de boulot à faire. Si je vois que c'est quelqu'un qui soigne déjà beaucoup son texte, donc je vais pas lui demander sans doute autant parce que faut être honnête, des fois c'est très très bien écrit, il y a 3 fautes à corriger, donc c'est déjà une révision. Donc oui, ça dépend de plusieurs facteurs et après j'ai une grille tarifaire qui est disponible à la librairie Jeune Pousse dans la brochure des prestataires. Donc ça donne un aperçu aussi, mais c'est vrai que moi, ils sont pas sur mon site en ce moment. Alors moi, mes tarifs, du coup, je les ai établis comme une grille. J'ai cherché des correcteurs qui étaient fiables. Donc ça a été une première mission, trouver des correcteurs fiables et voilà, faire un peu la moyenne des tarifs qui sont pratiqués et tout ça. Et j'ai fait ma grille tarifaire proportionnellement. Après, bah voilà, enfin, chaque correcteur travaille un peu différemment. C'est vrai que moi, le devis vraiment officiel, je l'envoie pareil à réception du manuscrit, enfin, avant de recevoir le manuscrit, donc je leur envoie le devis, ils m'envoient le manuscrit. Hem, après, c'est vrai que, bah, là, par exemple, pour les auteurs que je connais pas, je vais, en profiter, en fait, pour vraiment évaluer. Moi, je vais pas, enfin, vraiment faire au cas par cas. Je vais dire: «Bon, voilà, vous m'avez envoyé votre manuscrit, vous avez et un extrait, pour, faire un test». Sur une base de correction simple ou de révision, moi, je pense qu'il faudrait plutôt une correction plus élevée ou moins élevée Mmh. peut-être. Enfin, voilà, je vais plutôt, faire par case de tarif, en fait, plutôt que vraiment adapter au cas par cas parce que sinon, bah, déjà, moi, je suis très mauvaise en maths, donc je serais incapable de faire ça. C'est aussi, enfin, faut aussi, parler de ce Ah non, mais qui quand je dis adapté, fonctionne. Oui, tu disais? pardon, ça a buggé, je sais pas chez moi. Je vous en- Oui, non, je pense Vous que tu peux m'entendez reprendre, encore? Elsa. D'accord. Oui, oui, on t'entend. Pardon. Oui, du coup, je disais, que, voilà, après, moi, je peux pas faire du cas par cas, évidemment, je vais pas quelqu'un qui a 3 fautes et qui me demande une correction approfondie, je vais dire: «Bah, c'est peut-être pas nécessaire non plus», hein. Voilà. Soyons réalistes. Oui, après, bon, voilà, c'est mes 3 bases de sur lesquelles enfin, c'est mon tableau sur lequel je me base et après, voilà, de toute façon, on parle pour chaque auteur, on parle du projet, hein, c'est sûr. Mmh. Et du coup, une fois qu'on a parlé, tarifs, on peut parler aussi délai. Comment vous estimez quel est le temps moyen pour vos prestations? Et puis après, comment vous estimez à peu près le temps que ça va vous prendre? Parce que c'est peut-être intéressant de savoir, quel délai il faut prévoir. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, avec, les délais au cas où le correcteur ne fasse pas l'affaire, mais, vous, voilà, globalement, en temps moyen peut-être? Bah, perso, moi, je tiens un tableau. Je suis très stat et j'adore les statistiques, les maths et tout ça. Donc, je tiens vraiment un tableau depuis le début avec tous mes temps de travail, euh, tout pour avoir mon rythme en fait de mots par heure, de choses comme ça. Et ça permet de voir vraiment sur quel type de texte. Des fois, les différences sont flagrantes selon les maisons d'édition, selon les genres littéraires. Donc, ça m'aide beaucoup à savoir comment estimer mes délais, etc. Après, il y a le délai dans l'absolu. Je sais que un tel roman, je vais le faire en tant de temps. Mais aussi le délai sur la période. Et par exemple, je sais que si on me demande une correction maintenant, ce sera pas avant la rentrée. Et ça, voilà. Donc, c'est 2 éléments différents, quoi. Donc, je peux corriger dans des délais courts, sur une période courte, mais dans longtemps. Je sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est clair. En tout cas pour moi. Oui, oui, c'est Bah, clair. Heu, moi, je suis pas très stat. C'est plus, honnêtement, c'est plus au feeling. Ça peut faire peur, en fait, comme ça, mais quand c'est notre métier, on sait estimer. Moi, je travaille beaucoup, enfin pas c'est pas que je travaille à l'instinct, mais c'est que je sais ce dont je suis capable et les choses oui, qui bah vont oui. plus, me prendre plus de temps ou quoi. Donc je dirais enfin après moi pour l'instant je travaille beaucoup, j'ai la chance de pouvoir travailler beaucoup dans l'imaginaire donc dans tout ce qui est imaginaire, je ça dépend, disons qu'un premier coup un 1er jet de correction pardon, c'est-à-dire que, bah, de toute façon la correction c'est des échanges entre, le correcteur et l'auteur donc ça dépend aussi du temps qu'a l'auteur pour retravailler son texte après au fur et à mesure des corrections. Hem, mais en tout cas, premier tour de correction, moi, ça peut se faire, selon la évidemment, selon
la longueur du texte entre, voilà, entre, 1 semaine et demie, 2 semaines et après ça peut aller sur des très, très gros textes jusqu'à 3 semaines, voire peut-être 1 mois si je veux vraiment être sûre, d'avoir le temps de tout, de vraiment tout perfectionner en sachant qu'à côté j'ai aussi la traduction quoi. Mais ouais voilà, grand maximum pour un premier jet, je dirais 3 semaines, ou 1 mois si vraiment c'est un très gros pavé, de 1000 pages quoi, hein. OK. Non, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres, concrets parce que c'est vrai que c'est des milieux où souvent on se rend pas compte du temps que ça Mmh. peut prendre. Donc donc voilà, c'est Après c'est intéressant vrai que d'avoir enfin, ces réponses. moi je considère la correction une fois que c'est tout a été validé et qu'il y a plus à repasser sur le texte et donc j'ai plutôt donné des délais de 1 mois à peu près parce Mmh. que, parce qu'il faut aussi le temps que, l'auteur puisse revoir son texte, puisse voir qu'est-ce qu'il veut garder, les suggestions qu'il veut prendre en compte ou pas parce qu'au final c'est vous qui avez le dernier mot, hein. Il y a par exemple, il y a des fois où il y a une répétition qui peut être, volontaire et qu'on n'a pas perçue dans le texte à ce moment-là et que du coup l'auteur se dira: «Non, non, moi cette répétition-là, je veux la garder». Donc voilà, après moi je vais avoir tendance à faire des devis peut-être de 3 semaines, 1 mois, pour être sûre que voilà, qu'il y ait plusieurs échanges qui soient possibles. En général, c'est 2 échanges, voire 3. Enfin, en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai, c'est que je vais faire 2 voire 3 si nécessaire, passages sur un manuscrit, quoi. OK. Merci pour ces réponses. Hem et du coup, je rebondis sur le commentaire de Marine, qui vous demande, comment est-ce que vous choisissez, vous sélectionnez les projets que vous acceptez? Donc je suppose que c'est aussi en fonction des genres littéraires que vous allez, apprécier ou non. Je pense que c'est compliqué de corriger un texte sur lequel on n'accroche pas. Donc comment vous faites cette sélection? Si sélection il y a? Bon, perso, je me mets pas trop de ressenti dedans, même si j'accroche pas à un genre, ça me dérange pas trop de le corriger. Peut-être au contraire, peut-être que je me plongerais moins dedans et je serais plus concentrée Mmh. la forme. Mais non, en général, un peu de j'ai tendance à corriger un peu de tout, après j'ai des maisons d'édition surtout sur la romance, donc c'est beaucoup de choses que je corrige. Donc c'est ce qui est aussi très publié, donc voilà. Mais non, je sélectionne pas tellement finalement, genre je vois si le contact passe avec l'auteur, et si mes prestations conviennent et j'ai pas encore eu de situation où j'ai dû me dire: «Ah non, non, je veux pas de ça», impossible. D'accord. Voilà. Alors j'ai pas eu ce genre de cas non plus, pour le moment en tout cas, parce que là même quand j'ai eu plusieurs demandes en même temps, c'était pour, différents moments. C'était des gens qui s'y prenaient à l'avance. Donc j'ai pas vraiment eu ce problème non plus. Après c'est vrai que moi je suis un peu plus au feeling quand même. Il y a des genres que je lis vraiment très peu et si, sur un même créneau, en même temps, il y a 2 personnes qui vont me demander un devis, bah, je vais favoriser quelqu'un qui aura un manuscrit dans l'imaginaire. Après, c'est aussi, bah, premier arrivé, premier servi. Si je me suis déjà engagée à faire une correction dans 3 mois sur un roman de thriller et que quelqu'un au dernier moment me demande un devis pour, cette période-là sur un roman de fantasy, je vais dire: «Bah non, en fait, je suis déjà engagée à faire, cette correction donc je suis engagée quoi, enfin voilà, c'est tout. Il y a pas de c'est si, 2 personnes arrivent en même temps pour le même créneau où là, je vais peut-être essayer de voir le projet qui m'intéresse un peu plus. Parce qu'on se fait aussi, ce métier-là parce qu'on a chacun des domaines, qu'on préfère en littérature, je pense. Donc forcément, on va se porter plus sur ce qui est comment on dit? En Sur ce qu'on adéquation avec, ouais, tes sur ce goûts. qu'on C'est ça qui est plus aime le plus. stimulant, voilà. Oui, c'est sûr. C'est vrai que j'avais Toujours pas également. pensé à l'aspect, du temps, mais oui, évidemment qu'il y a une sélection quand enfin, il faut bien refuser des projets des fois quand la personne veut quelque chose dans 2 mois et qu'on a les 4 prochains mois complets. Ça surtout en début d'année, j'avais eu du monde et enfin, avec les maisons d'édition, souvent, j'ai pas le temps de prendre des clients, comment dire? Autres que ceux que j'ai déjà, donc ouais, des fois, il faut malheureusement dire non Mmh. et voilà. Mais ça arrive aussi de pouvoir négocier un délai, un auteur qui se dit: «Bah, finalement, je suis pas si pressé, je prends une place, tel mois et c'est bon», mais oui, malheureusement, on peut pas toujours être sur tous les fronts. Mmh. C'est pour ça aussi que je disais notamment si vous êtes auteur, de commencer à vous renseigner en avance. Parce que des fois, il peut y Mmh. avoir plusieurs mois de délai. Là, par exemple, théoriquement, si tout se passe bien, je croise les doigts, je suis pas disponible avant août.
Ouais, donc donc voilà, hein. pour la correction. C'est des Donc, choses à prendre en compte. Oui, puis voilà. Avec l'écrire la et se redonner, traduction, Ouais, c'est pas rien non plus, vu que c'est des délais, c'est beaucoup plus long de traduire un roman que de le corriger, donc oui. forcément, Mmh. dès qu'il y en a un qui se cale dans le calendrier, ouais, faut faire il reste plus de place pour le reste, quoi, ou pas beaucoup. Ouais. Oui, donc j'allais dire que, Elsa, parallèlement, la fin d'année se remplit, Ouais, là j'ai mon été qui se remplit bien. J'ai reçu, une traduction. Peut-être, je vais faire des tests de correction là pour des auteurs. Donc si tout se passe bien, encore une fois, ouais, théoriquement mon été sera bien rempli. On te le souhaite, hein. ouais, Bah, moi aussi. En plus, ce qui est bien, j'espère pas faut pour avouer, vous. c'est qu'en freelance, on a de la chance aussi de pouvoir bosser n'importe où tant qu'on a une connexion internet. Donc là, par exemple, j'ai une connexion internet, je peux bosser sur ma terrasse. Oui, on voit la piscine derrière, ça a l'air sympa, ouais. Ouais, on entend les petits oiseaux. Ouais, il y a pire comme cadre, mais voilà, Ouais. donc je peux, par exemple, si on me dit, «Viens passer un week-end tel endroit», OK, je viendrai, mais par contre, je me réserve, 2-3 après-midi pour bosser quand même, voilà, enfin, je peux bouger malgré tout. C'est aussi, une liberté qu'on a. Tant qu'on fait le taf, en fait, on peut le faire de n'importe où, ça a pas d'influence. Mmh. Et du coup, il y a Marine qui revient sur le point des genres. Est-ce qu'il y a des projets genres que vous ne voulez pas corriger? Donc j'ai compris que vous étiez assez ouverte sur tous les styles, tous les genres de livres, ou de corrections qu'on pourrait vous proposer. Parce qu'il y a quand même, un genre où ce serait non. Donc pour moi, pas un genre, mais parce que je viens de penser aux critères, par exemple, de la librairie Jeune Pousse, ça va être tout ce qui est pas, donc tout ce qui est hors la loi entre guillemets. Pour moi, c'est Ouais. net sur tout ce qui est du racisme, des choses comme ça. Ouais, Oui, après, des c'est pas des forcément avant. Ça se trouve, ça apparaît à la moitié du livre, donc on se rend compte un peu tard qu'il y a des propos limites. Mais voilà, tant que c'est des textes respectueux de tout le monde, et voilà, je pense que c'est l'essentiel. Enfin, pour ma part. mmh, Mmh. je suis d'accord Bah, avec ça. alors pour moi, paradoxalement, il y a, quelques mois, j'aurais dit la romance parce que je lisais pas du tout, ça m'intéressait pas du tout. Puis j'ai commencé à traduire pour une maison d'édition qui fait principalement de la romance et du coup, maintenant, bah, en fait, j'ai les billes et ça m'a ouvert un nouveau monde donc j'étais pas non plus, en mode non, pas du tout parce que voilà, j'étais quand même intéressée pour découvrir mais j'aurais eu plus de réticence, je pense et puis maintenant, il y a plus aucun problème. Je pense qu'il y a aucun genre. Après voilà, moi je suis plus, je préfère les genres de l'imaginaire, fantasy, enfin tout ce qui est SFFF, mais j'ai pas de problème à traduire autre chose, quoi. OK. J'ai encore plein de questions, mais il est déjà 16h22. Donc, C'est toi la patronne, c'est toi qui vois. juste, rapidement, parce que ça, c'est une question qui moi m'intéresse et qui je pense peut intéresser du monde. Est-ce que vous pensez que faire corriger son roman avant de l'envoyer en maison d'édition, c'est pertinent? Ouais, c'est très débattu comme sujet parce que Ouais, je pourrais passer encore Eh des oui, débats je sur sais Twitter malheureusement. Ouais, sur des éditeurs qui refusent parce qu'il y a des fautes et des choses comme ça. Donc aussi du côté de l'édition, c'est pas très honnête des fois de refuser pour des fautes parce que c'est pas ce qu'on demande à l'auteur d'avoir un truc irréprochable. tout à fait. Donc selon moi, ça peut être pertinent si on sait vraiment, genre par exemple pour les personnes qui adorent écrire mais qui ont des problèmes de dyslexie ou choses comme ça peut être intéressant quand même d'avoir un correcteur qui intervient avant l'envoi en maison d'édition. Ça m'est arrivé et c'est vrai que je trouve que augmente les chances d'être comment dire, considéré par la maison d'édition. Mais en dehors de ça, je pense pas qu'il faille envoyer un texte irréprochable en maison d'édition parce que c'est aussi le travail de l'éditeur de payer ses prestataires s'il prend en charge le roman, quoi. c'est ça, c'est cet équilibre un peu délicat du fait que, ben, en fait, la maison d'édition va retravailler le texte, donc va payer un correcteur pour corriger et en même temps, bah, on sait qu'il y a enfin, surtout en ce moment, il y a un bouchon éditorial, donc on sait que plus le texte enfin, moins de travail il y aura sur le texte, enfin, c'est la réalité des choses, en fait, même si ça Plus il devrait aura de pas être chance comme ça. malheureusement. C'est ça. C'est la réalité des choses, même si ça devrait pas être comme ça, c'est que, bah, plus le travail enfin, moins il y a de travail pour l'éditeur à faire dessus, dans le sens où plus il est sûr de pas avoir à trop investir, enfin que en gros que le rapport Eh oui, qualité-prix, par rapport à combien il va acheter, combien il ah, va il c'est va un payer de business, quoi. prestataires dessus, voilà. C'est ça, faut Ça pas reste perdre des de vue que, entreprises. même si c'est de l'art, ça reste un business. Donc normalement, ça devrait pas être nécessaire, mais il faut aussi se confronter à la réalité qu'un texte déjà beaucoup plus abouti, déjà retravaillé une première fois, aura plus de chances de passer en comité de lecture. Tout à fait, ouais.
Et donc je rebondis sur le sujet de l'auto-édition. En revanche, faire corriger son texte par un professionnel, c'est indispensable en auto-édition. Et sur ça, je suis intraitable. Mais je pense qu'on que est vous d'accord aussi. avec Elsa aussi. Ouais. Ah bah Parce oui. Parce que Ne serait-ce que par respect pour le lecteur, parce que C'est ça. les c'est gens, ça, enfin, c'est une ils question achètent de un respect. livre. En fait, on a l'habitude d'aller en librairie ou sur Internet d'acheter un livre et on s'attend à un produit fini, en fait. Et si on commence à vendre des produits bâclés Ah, ou qui n'ont pas été corrigés, c'est dommage parce que du coup, le lecteur va se dire, bah, c'est pas corrigé de base un livre. Et ça pourrait repousser des lecteurs qui s'intéresseront moins à l'auto-édition s'ils pensent C'est que c'est des travaux bâclés. C'est ça, j'ai vu des auteurs qui publiaient le livre et avec les premières recettes payaient un correcteur. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas très cool pour les premiers lecteurs qui étaient là. Ils ont une version pas corrigée, alors que les suivants, ils vont payer le même prix et ils auront la version toute belle. Donc, c'est un investissement, mais c'est un investissement nécessaire. Et je pense que c'est même, si on doit retenir un investissement dans l'auto-édition, c'est celui de la correction. C'est Bah, après, le important. problème, Après, pas tout le monde ouais. peut avancer ces frais-là, mais j'ai vu des campagnes, par exemple, sur Ulule ou des choses comme ça qui sont très bien faites, où c'est des précommandes, etc. Et comme ça, Oui, atteindre un seuil de précommande, ça finance déjà le correcteur, le graphiste, etc. oui, oui, Et du coup, oui. ça permet de financer les prestataires comme il faut, de payer à leur juste valeur et que l'auteur n'avance pas non plus les frais. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'avancer les frais en attendant les ventes, je trouve que c'est une Oui, bonne idée c'est ça. aussi. Et puis après, là, je vais donner des chiffres concrets, mais c'est parce qu'ils sont déjà affichés sur mon site. J'avais sorti un article sur l'investissement que j'avais fait pour le roman Gemae. La correction pour Gemae, donc un roman de fantasy young adulte d'environ 76 000 mots, Elsa m'a facturé moins de 300 euros. Donc je veux dire, c'est pas non plus 1500 euros à sortir. Ça reste une somme qui, je pense, peut être trouvée via des précommandes, via des actions comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va mettre en valeur le texte publié. Donc, En Après, je fait, le sais pas truc, si c'est que c'était ton tarif officiel, mais après, Ah c'est oui, pas, oui, enfin, oui. faut s'attendre. Non, mais Ah non, super, mais je j'ai veux dire, essayé de négocier, de lui faire un prix d'avis, elle a pas voulu. non, moi, C'est je tout veux à son payer. honneur. Alors, c'était pour une correction simple, hein, je précise, c'était pas une Oui, correction voilà. oui, c'est approfondie. vrai. Parce que Euh, Parce que le bah, texte faut avait déjà pas, été il y a des bien gens pourraient avoir travaillé. des surprises. Voilà, après, Ouais. pour une correction Mais ça peut être approfondie, je aussi plus pense cher pour ce que. volume-là, il y a pas. Ouais, Non, pour une après, par correction contre, elle a eu approfondie. les 10% de la librairie. Après voilà, je vais en parler Oui. rapidement, pour, faire une ouverture. Il existe, des structures qui essayent, de soutenir l'auto-édition, dont la librairie Jeune Pousse et donc pour, les éventuels alors pour les lecteurs, je vous encourage à aller voir la librairie Jeune Pousse parce qu'elle met vraiment en avant des romans, auto-édités, mais qui ont été retravaillés, où il y a une certaine qualité. Donc vraiment, si vous voulez faire, une belle découverte de l'auto-édition sans vous tromper, je dirais, au niveau de texte qui serait juste écrit puis publié, allez voir la librairie Jeune Pousse parce qu'il y a vraiment des pépites. Et en plus, la librairie Jeune Pousse propose aussi des partenariats avec des prestataires, donc notamment des correcteurs et aussi des illustrateurs graphiques. Mais surtout avec des correcteurs qui proposent des partenariats avec une petite réduction sur le prix de la correction. Mais les partenaires sont des correcteurs fiables, dont vous faites partie d'ailleurs toutes les deux. C'est ça. Donc voilà, il existe aussi des structures comme ça où quand on passe par cette structure-là, on est quand même assuré d'avoir un résultat fiable, un résultat propre et pour un prix qui peut potentiellement être accessible. Donc voilà. Il reste 3 minutes. Alors, je voulais ouvrir sur la traduction, mais je pense qu'on n'en aura pas trop le temps. Mais du coup, si vous voulez en parler un petit peu dans ces dernières minutes, je vais vous laisser la parole pour peut-être nous parler de vos projets, de ce que vous avez envie de raconter. Voilà, donc là, c'est vos minutes à vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Voilà, n'hésitez pas, c'est votre instant. Elisabeth? Bah, du coup, moi là, je travaille régulièrement avec une maison d'édition en ce qui concerne la traduction. Donc je dois avouer que pour l'instant, je pense avant la fin de l'année, pour la traduction, j'ai pas de créneau, mais en même temps, au niveau de l'auto-édition, c'est toujours compliqué si vous voulez de la traduction, parce qu'il faut savoir que normalement, les traducteurs, ils traduisent toujours déjà vers leur langue maternelle. Donc, à part si vous avez écrit un bouquin en anglais et que vous voulez le traduire en français, voilà. Et puis surtout, c'est beaucoup plus cher qu'une correction parce que c'est un véritable investissement. C'est pas du tout le même travail qu'il y a dessus. Donc, pour moi, pour la traduction, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Après, pour la correction, enfin, que ce soit pour les deux, même, de toute façon, il y a mon site internet, elsabodo.fr. Vous pouvez trouver toutes les informations dessus. Vous pouvez me contacter aussi via ce site internet. Donc, voilà.
Et puis même si vous avez des questions, juste même, ben voilà, juste pour des renseignements, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via le mail qu'il y a sur mon site internet. Je suis toujours ouverte à répondre à vos questions, il y a pas de souci. Bah, moi, comme Elsa, il y a mon site internet qui est tout à fait disponible, ingridlombard.fr pour me joindre, par On a mail été aussi. très inspirés. Oui, 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 ça en a fait compliqué, dis donc. Bah, c'est plus facile de nous retrouver comme ça. Et pareil sur mes réseaux sociaux, sous mon nom, vous pouvez me retrouver facilement sur Facebook ou Twitter pour communiquer, il n'y a pas de souci, ou par mail. Même pour des questions, sans que ce soit pour commander une prestation, il n'y a pas de problème. Et voilà. J'ai mis les liens vers vos sites en commentaire, mais ils seront aussi Merci. dans les barres d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir si c'est un travail qui vous intéresse en tant qu'auteur qui recherchez des correcteurs, ou je pense que même si vous avez des questions, ou voilà. Et puis, en ce qui concerne le côté lecteur, j'espère que cette conférence vous aura apporté un petit peu d'éclaircissement sur tout le travail de correction qui peut être fait sur un roman. Voilà, c'est une étape essentielle dans la fabrication d'un roman. Donc voilà, je vous remercie toutes les 2 d'avoir été là pour cette conférence. Bah, Merci merci à à toi toi. de nous avoir laissé la parole. Et puis c'était intéressant, il y a eu beaucoup d'échanges, et alors je crois pas que je vous retrouve pour d'autres conférences. Enfin, moi, je serai là dans les commentaires, sûrement. Oui, Mais, bah voilà. Voilà, Voilà. Bah écoutez, voilà, si vous avez spectatrice. des questions sur les conférences suivantes, vous aurez des correctrices en commentaire. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation, pour vos réponses aux questions surtout. Et je vous souhaite un très bel après-midi. Et merci. Bah, Moi, merci je voudrais beaucoup à dire toi aussi. merci à tous les gens qui ont posé des questions. C'était super cool. Mmh. Ça Très prouve, intéressant. ouais, ça prouve que ça intéresse. Et c'est vrai qu'on fait des métiers très, en solitaire, en fait. On est un peu, parfois dans la solitude, et ça fait du bien de voir que ça intéresse quand même les gens. C'est vrai que c'est un métier qui est pas souvent mis en avant. D'ailleurs, je crois que pour les corrections, vous êtes pas forcément créditée. Traductrice, oui, mais Ouais, et voilà. encore. Traduction, Et maintenant, c'est obligatoire. Mais, Oui. ouais, mais la correction, vous êtes pas souvent crédité dans les romans, Non, et pas c'est dommage souvent. d'ailleurs. Et Mais C'est vrai. je vois plusieurs maisons d'édition. Enfin, c'est dans les très grosses maisons d'édition, c'est toujours pas commun du tout. Mais il y a, en fait, les petites maisons d'édition qui remontent, qui, en fait, ont pris l'habitude, vu que c'était au début des petites communautés. En gros, il y avait, c'était un petit groupe de prestataires et tout ça qui était dans une bonne dynamique, qui les créditaient, notamment pour les aider à leur faire leurs références, et qui ont continué à garder cette habitude-là. Et du coup, on a commencé à avoir des maisons d'édition de moyenne importance qui continuent, en fait, à créditer. Et je trouve ça super bien, parce que ça reste un travail aussi, quoi. Mmh, tout à Ouais. fait. Donc voilà, ben merci à vous. Je vous souhaite Bah, une merci beaucoup. bonne fin d'après-midi. Toi Merci, aussi. bah, bon Puis courage pour la suite. merci, et puis à très vite. Donc voilà, c'est la fin de cette conférence. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu, que c'était intéressant. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette conférence. Moi, je fais une petite pause. Le live reste actif. Vous pouvez rester sur la vidéo, ça ne se coupe pas. Je vais juste, comme tout à l'heure, enlever la caméra et mettre un fond de transition. Je vous retrouve à 16h45 pour la conférence sur les illustrations. Cette fois, je serai en compagnie de Eva Rénal, qui a travaillé sur Gemae. C'est elle qui a réalisé la couverture et les illustrations intérieures. Et en compagnie de Justine Robin, qui possède l'agence J. Robin Agency, donc une agence de distribution, mais aussi d'illustration, de graphisme, mise en page. Donc là, on va spécifiquement, parler des illustrations et de tout ce qu'on peut faire pour mettre en avant le roman au travers des illustrations, notamment de couverture, mais parfois aussi intérieure. Comment un illustrateur travaille, comment, voilà, tout ça, vous pourrez poser vos questions. Et je vous retrouve du coup d'ici une grosse dizaine de minutes. À tout à l'heure.